L'Afrique du Sud est célèbre pour être le pays d'une cohabitation entre deux peuples bien différents, les autochtones africains et les descendants d'Européens. Mais retournons dans le passé. Dès la fin du XVe siècle, le Cap de Bonne-Espérance est connu des Européens, mais il faut attendre le XVIIe siècle pour que les Néerlandais y fondent une colonie. Ainsi, en 1652, la ville du Cap est créée par la Compagnie hollandaise des Indes orientales. Pour cette société, c'est super pratique. Le Cap est une bonne étape entre les Pays-Bas et les Indes néerlandaises, une de leurs colonies. Pendant presque un siècle et demi, la colonie va se développer et s'agrandir avec l'arrivée de Hollandais et autres germaniques protestants. Il y aura même une immigration française protestante fuyant la répression en France, les Huguenots. Ces Européens vont cohabiter avec les Africains locaux, ces derniers seront d'ailleurs réduits en esclavage. En 1815, les Anglais déjà présents depuis quelques années dans la région annexent définitivement le Cap aux Néerlandais. Une rivalité va donc se créer entre les Anglais et les Néerlandais d'Afrique, ces derniers seront désormais appelés Boers. Dans la première moitié du XIXe siècle, les Boers, fuyant la colonisation britannique, vont aller vers l'intérieur des terres. Ce mouvement de population est surnommé le Grand Trek. 3 républiques Boers vont se créer, la République du Natal, l'État libre d'Orange et la République du Transvaal. Tous ces territoires seront par la suite annexés par les Anglais et considérés comme les provinces britanniques d'Afrique australe. Elles fusionneront en 1910 pour devenir l'Union d'Afrique du Sud. Après la Première Guerre mondiale, l'Union récupère sous sa tutelle l'ancienne colonie allemande du sud-ouest africain. L'Union d'Afrique du Sud est donc un pays indépendant, mais sous la couronne britannique. À ce moment-là, les grandes villes du pays sont les mêmes qu'aujourd'hui. Le Cap, ville fondée par les Hollandais, de nombreuses autres villes comme Pretoria dans l'intérieur, plutôt fondées par les Boers, Port Elizabeth fondée par les Anglais, Durban quant à elle a été fondée par les Portugais mais surtout développée par les Anglais, et puis on a une petite dernière, Johannesburg, la ville est toute récente. On découvre de l'or en 1886 et puis pouf, un campement est créé et deviendra très rapidement une ville. Nommé Johannesburg en l'honneur d'un certain Johannes, mais on ne sait pas lequel vu que plusieurs personnalités politiques de l'époque ayant participé à la création de la ville s'appelaient ainsi. Bref, bien que sous la monarchie britannique, le pays est quand même dominé par la population d'origine néerlandaise, qu'on appelait Boer jusqu'alors et qu'on peut appeler Afrikaners maintenant. Les Afrikaners, pour se différencier de leurs cousins hollandais et aussi des Britanniques, parlent une nouvelle langue, l'Afrikaans. L'Afrikaans étant une sorte de créole du néerlandais. C'est donc une langue d'origine européenne, mais propre à l'Afrique du Sud. Les Afrikaners ont donc besoin de prouver une chose, ils sont un peuple européen, à part, mais qui vit en Afrique et pas juste des descendants de colons. L'Afrique du Sud est ce pays qu'ils ont fondé et qui est le leur. Sauf qu'ils ne sont pas les seuls, et alors comment passer pour un pays riche et occidental quand on a 80% de la population qui a un niveau de vie digne de celui d'Afrique noire? Eh bien on les ignore, on les sépare, c'est ainsi que naît l'apartheid en 1948. Le but est simple, il faut que l'Afrique du Sud soit un pays afrikaner et surtout occidental au même titre que n'importe quel pays d'Europe. Un pays avec une population riche, un pays développé. Une des priorités sera donc celle de sortir de la pauvreté les populations blanches les plus démunies. Dès 1950 sera mise en place la loi la plus importante de l'apartheid, celle de la séparation. En fonction de la catégorie raciale à laquelle on appartient, on peut vivre ou non dans certains quartiers. Il existe par exemple des quartiers réservés aux blancs, mais dans lesquels les noirs peuvent venir, mais seulement pour le travail. Différentes lois seront mises en place dans les années 50, allant dans ce sens. Il faut savoir tout de même que la ségrégation existait déjà en Afrique du Sud avant 1948. L'apartheid l'a surtout renforcée, allant même à créer des grandes régions où placer les populations noires appelées Bantoustan. En 1961, l'Union d'Afrique du Sud devient une république. Les républiques Boer deviennent donc des provinces. En 1960, il y a 17 millions d'habitants en Afrique du Sud, dont un cinquième est blanc. Si on prend en compte le PIB par habitant des Blancs, il est tout à fait comparable à celui des pays d'Europe de l'Ouest. Ainsi, via l'apartheid, l'Afrique du Sud est un pays au niveau de vie élevé, vu que seuls les Blancs sont véritablement considérés comme des habitants. Donc voilà, l'Afrique du Sud devient un pays riche avec ses infrastructures destinées à une population qui n'est en fait que minoritaire. Pendant que d'autres vivent dans la misère, mais peu importe, ils sont considérés comme étrangers. D'ailleurs, certains Bantoustans vont se déclarer indépendants, ce qui à la limite arrange l'Afrique du Sud. Dans les années 60, tout allait bien pour l'Afrique du Sud. Le pays était largement le plus riche du continent, le seul à avoir une véritable industrie, une nation proche de l'Europe avec qui elle avait de bonnes relations économiques. Mais c'était en même temps un pays peu démocratique, avec l'interdiction sur son territoire d'une quelconque opposition à l'apartheid. Le Parti communiste sud-africain était notamment interdit. Ce dernier s'unira avec le Congrès national africain et lutteront dans la clandestinité contre la ségrégation. Le personnage le plus célèbre de la lutte contre l'apartheid est Nelson Mandela, recherché par la police dès le début des années 60. Il est arrêté en 1962 avec l'aide des services secrets américains. N'oublions pas que les États-Unis et l'Afrique du Sud étaient alliés dans le contexte de la guerre froide. En 1973 a lieu le choc pétrolier qui concerne tous les pays ennemis de la Palestine. L'Afrique du Sud est donc pratiquement le seul pays concerné en Afrique. C'est le début de la crise pour le pays, et de plus, des manifestations violentes vont avoir lieu comme les émeutes de Soweto,
dans la banlieue noire de Johannesburg. Pire encore, à la fin des années 70, les États-Unis décident de prendre leur distance en contestant l'apartheid. Un véritable embargo va avoir lieu de la part des pays occidentaux. L'Afrique du Sud subit une lourde crise. Pour ce qui est du reste du monde, les pays africains et les pays socialistes avaient déjà rompu leurs relations avec le pays de l'apartheid. Ce qui fait que dès les années 80, l'Afrique du Sud commence à supprimer certaines lois apartheid. Et en 1989, avec l'arrivée au pouvoir de Frédéric de Klerk, qui est d'ailleurs membre du parti apartheid, l'Afrique du Sud entame véritablement sa transition. En 1990, Nelson Mandela est libéré, la Namibie devient indépendante et en juin 1991, la dernière loi apartheid est supprimée. Ainsi, aux élections suivantes, tout le monde peut voter et c'est le Congrès national africain qui arrivera au pouvoir en 1994. Et là, il y aura encore d'autres problèmes, deux principaux. Le premier, c'est le départ de beaucoup de blancs, ainsi les populations les plus riches quittent le pays, ce qui a des conséquences économiques, ils iront notamment en Australie ou au Canada. Et le deuxième problème, c'est qu'une nouvelle élite va se créer, une élite noire et minoritaire. En conclusion, l'apartheid est supprimé, mais les inégalités sociales existent encore et la ségrégation institutionnelle a été remplacée par une ségrégation sociale.